En 1914, le monde se trouve confronté à une crise au fond extrêmement simple, extrêmement limitée, d'arranger quelques problèmes territoriaux dans les Balkans et de régler les grands équilibres entre les grandes puissances. Mais le logiciel dont disposent les gouvernements est encore celui des manières traditionnelles d'opérer, c'est-à-dire nous sommes une nation, nous sommes une puissance, nous avons une armée et nous allons nous confronter, faire une sorte de jugement de Dieu. On est presque dans une situation médiévale avec des moyens d'une puissance contemporaine. Et c'est ce qui fait tout le drame de 1914. Le 4 juillet 1914, Vienne a célébré les funérailles de son prince héritier, abattu quelques jours plus tôt par des activistes bosniaques. Bien convaincu que les Serbes étaient les vrais coupables, l'Autriche-Hongrie leur a envoyé un ultimatum, puis leur a déclaré la guerre le 28 juillet. En réponse, l'Empire russe a mobilisé et l'Allemagne a proclamé l'état de danger de guerre. Le jeu des alliances semble conduire inexorablement à l'affrontement. Il est aujourd'hui difficile de comprendre ce qu'était l'éthique de guerre au début du XXe siècle. À l'époque, on est convaincu que la guerre a une fonction régénératrice. Notre difficulté à appréhender cette éthique, nous la devons au fait qu'entre-temps, la Première Guerre mondiale a fait 10 millions de morts, et la seconde 50 millions, avec notamment l'Holocauste, Hiroshima, Nagasaki. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est la paix qui a un rôle éthique, et que l'homme s'épanouit non pas dans une atmosphère de guerre, mais de paix. Or, dans la première moitié du XXe siècle, il se produit exactement le contraire. Seule la guerre semble être capable de ramener l'homme dans un monde de valeurs, en l'obligeant à ne plus penser uniquement au développement de son bien-être. Fondamentalement, à de rares exceptions près, ni les dirigeants politiques, ni les diplomates, ni les militaires ne sont de farouches va-t-en-guerre. Par contre, on est dans une conception de l'État-nation, de la défense du pays, qui fait qu'on ne reculera éventuellement devant aucun sacrifice pour préserver l'indépendance et la souveraineté de la nation. Entscheidend für die Vorkriegssituation ist, dass l'un des arguments du commandement militaire allemand, qui avant la guerre revenait de plus en plus souvent et a été déterminant pour la suite des événements, c'est que l'Empire était de plus en plus affaibli au sein de l'Europe. In der Mitte Europas militärisch ständig verschlechtert. Und daraus hat sie abgeleitet, de la sorte, il fallait déclencher une guerre d'urgence avant qu'il ne soit plus en mesure de remporter un conflit sur deux fronts, face à une France et une Grande-Bretagne lourdement armées à l'ouest, et face à la Russie à l'est. L'entrée en guerre en août 1914 ne tient pas, me semble-t-il, à une automaticité de mise en jeu, de mise en route de dispositions prévues à l'avance par des traités, mais plutôt à simplement une volonté des dirigeants et politiques et militaires de l'époque de ne pas céder. Lorsque la France demande absolument avec insistance à la Russie d'intervenir dans les 15 jours qui suivent sa mobilisation contre la Prusse orientale, ce n'était pas explicitement prévu par le traité. Et par ailleurs, lors de la précédente crise balkanique, la France avait fait savoir à la Russie qu'elle n'interviendrait pas pour les intérêts russes dans les Balkans. L'Allemagne se désolidarise à la fin du mois de juillet de l'Autriche, après l'avoir un moment poussé. Donc il n'y a pas de système automatique, il n'y a pas d'obligation d'entrer en guerre. Par contre, il y a la volonté de ne pas céder d'une part et de ne pas se laisser surprendre d'autre part. D'où, dans chaque pays, la prise de mesures avec quelques heures d'anticipation sur l'ennemi potentiel pour être prêt avant lui. Et pour éviter d'être surpris, chacun adopte à tour de rôle, et ça a un effet de cliquet, des mesures conservatoires, des mesures défensives conservatoires. Et de cliquet en cliquet arrive l'état de guerre. Ainsi, la Russie a mobilisé la première, car elle avait besoin de plusieurs semaines pour déployer ses conscrits et activer ses millions de réservistes. Quant à la France, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, si leurs effectifs mobilisés sont à peu près identiques, entre 3 et 4 millions de soldats, leurs réserves en hommes et leur capacité opérationnelle
sont très inégales. Chacun des belligérants étant persuadé que les premiers combats seront décisifs, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 1er août, puis à la France le 3. Le lendemain, la Grande-Bretagne se proclame contre l'Allemagne. Le 6 août, l'Autriche-Hongrie rejoint les Allemands contre la Russie. Quant à l'Italie, pourtant membre de la Triplice, considérant que l'Autriche-Hongrie n'ait pas agressé la première, condition d'une intervention à ses côtés, elle annonce sa neutralité. Finalement, le 13 août 1914, le monde s'embrase. Les Français, comme les Allemands, comme les Russes et comme les Anglais, entrent en guerre parce qu'ils pensent tous que la guerre va être courte. Alors, pourquoi cette conviction ? D'une part, parce que les militaires ont intégré les conceptions clausewitziennes, à savoir qu'une guerre doit être brutale dès le début, c'est ce que Clausewitz appelait la montée aux extrêmes, pour pouvoir être la plus courte possible. Les économistes ont intégré aussi le fait qu'il n'y a rien de plus contradictoire que l'activité économique et la guerre. Donc les économistes aussi pensent que la guerre doit être courte. Tout le monde est persuadé, partout, qu'on ne pourra pas soutenir une guerre longue économiquement. On sera épuisé très vite. On ne conçoit pas la notion d'économie planifiée, organisée, planifiée par l'État, n'existe pas à l'époque. Soigneusement entretenue par les discours nationalistes, l'image du joyeux conscrit volant au secours de la patrie en danger s'impose dans chaque camp à l'heure de la mobilisation et de l'entrée en guerre. Tellement d'hommes sont sous les drapeaux qu'il n'est pas une famille en Europe qui ne soit concernée. Mais derrière les clichés et l'euphorie patriotique, une profonde inquiétude émerge, en particulier dans les campagnes où les moissons battent leur plein. On prie pour que la guerre soit courte et victorieuse, sans pouvoir ou sans vouloir imaginer ce qu'elle coûtera réellement. Le peuple allemand, comme d'ailleurs les autres peuples, porte sur cette guerre un regard beaucoup plus sceptique que l'image de propagande le laisse croire. C'est une guerre qu'il n'a pas voulu, mais aussi une guerre qu'il considère comme inévitable, comme une guerre défensive. Si l'on s'intéresse aux paroles des technocrates militaires, par exemple des officiers de l'état-major allemand, on découvre que Moltke l'aîné a déclaré, dès les années 1890, « La prochaine guerre durera 30 ans. Ce sera une guerre menée par le peuple. Une guerre qui exploitera toutes les ressources et durera jusqu'à leur épuisement total. Une guerre forcément très longue. » Winston Churchill a une intuition identique lorsqu'il déclare au même moment « Les guerres entre peuples sont beaucoup plus longues et plus sanguinaires que les guerres entre rois. » Désormais, on s'affronte entre deux camps idéologiquement très différents, et c'est au nom du salut de l'humanité que l'on se bat. Par conséquent, il n'est possible de mettre fin à une guerre que lorsque l'ennemi de l'humanité a disparu à l'horizon. De surcroît, cette guerre n'est pas une guerre limitée, comme ont pu l'être nombre des conflits précédents, qui étaient uniquement destinés à conquérir un territoire ou à établir qui succéderait au roi défunt.
Du côté français, on sait qu'on est moins puissant potentiellement que l'Allemagne. On a moins de ressources démographiques, économiques. Et donc, on veut une guerre courte, parce qu'encore plus que les autres, on ne sera pas capable de tenir la distance contre les Allemands. C'est pour ça que l'on imagine effectivement une guerre très courte avec une offensive qui doit être normalement décisive. Et donc les Français disent, nous on va faire Austerlitz, c'est-à-dire qu'on va percer au centre, directement attaquer au cœur de l'Empire allemand, et on va attaquer en Lorraine. Côté allemand, on a plus de moyens, plus puissants, mais on sera obligé de se battre sur deux fronts. Ce que l'on veut éviter, donc il y a l'idée de détruire un des adversaires, la France, avant de se reporter sur le second. Plus la guerre durait, plus elle risquait de se mener sur deux fronts. C'est la raison pour laquelle, dès 1913, l'état-major avait abandonné l'idée de marcher sur l'Est, ce qui était pourtant prévu depuis longtemps. Il voulait déployer toutes les forces sur le front ouest pour pouvoir, grâce à une victoire rapide contre la France, intimider l'armée russe et la contraindre à négocier. Ou, si les Russes refusaient de se rendre, déployer toutes les forces à l'Est et engager les combats contre eux. Le grand problème de l'armée russe et surtout de son état-major, c'est d'avoir deux ennemis. Parce qu'il faut choisir. L'armée russe est surtout préparée, c'est-à-dire tous les plans ont été préparés avant la guerre pour attaquer surtout l'Autriche. Ça s'appelle le plan A. Par contre, le plan G, c'est-à-dire le plan contre l'Allemagne, c'est un plan secondaire, on peut dire. Mais en même temps, c'est aussi le paradoxe de l'armée russe en août 1914, que c'est contre l'Allemagne qu'il faut aller au début, parce que c'est la France qui le demande. En août 1914, l'état-major allemand applique le plan Schlieffen, du nom de son concepteur, le général von Schlieffen, qu'a poursuivi un de ses successeurs, le général von Moltke. Il s'agit d'un vaste mouvement tournant qui, violant leur neutralité, traverse le Luxembourg et la Belgique et doit prendre à revers les armées françaises massées à l'est, autour des places fortes de Verdun, Nancy ou Belfort. Cette manœuvre suppose de concentrer un maximum de forces sur le front ouest et par une série d'attaques rapides et violentes, de déborder les lignes françaises jusqu'au cœur du pays. Quant aux Français, leur plan baptisé 17, car c'est le 17e étudié depuis 1870, ils prévoient d'attaquer l'Allemagne directement en Alsace et en Lorraine, fondant toute leur doctrine sur l'offensive à outrance de l'infanterie, le choc des poitrines, qui doit emporter la décision en quelques jours. Du côté français, on n'envisage pas, comme le fera en 1940, de passer par la Belgique. Joffre, généralissime, envisage cette hypothèse, le politique lui interdit. Les Français ont plutôt intérêt à avoir des Allemands violer la neutralité belge. Et les Français ont plutôt intérêt, ce qui explique un peu ce retrait à 10 km de la frontière belge au moment de la forte tension et puis avant la déclaration de la guerre, les Français n'ont pas intérêt à pénétrer en Belgique. Ils ne veulent pas apparaître comme étant des agresseurs et ils veulent surtout avoir l'appui, ne plus être isolés diplomatiquement comme ils l'ont été en 1870 et avoir l'appui britannique. Depuis le 3 août, les armées allemandes progressent à travers le Luxembourg et la Belgique, où elles rencontrent cependant une vive résistance. Les ravages des tirs d'artillerie s'étendent aux villes et aux populations, chassant des dizaines de milliers de familles sur les routes. Plus grave encore, obnubilées par la présence de francs-tireurs, les troupes du Kaiser se livrent à de multiples exactions sur les civils. La Grande-Bretagne s'était engagée à protéger la neutralité de la Belgique. D'un autre côté, cette violation légitimait l'entrée en guerre aux yeux de l'opinion publique. Lorsque la guerre a éclaté, les Britanniques étaient fiers de se dire que la Grande-Bretagne se battait pour défendre les droits des petites nations. En semant la destruction en France et en Belgique,
l'armée allemande donnait à la Grande-Bretagne une raison personnelle, voire psychologique, de s'engager et de se battre contre la barbarie allemande telle qu'elle était représentée par la propagande dans la presse britannique. À la fin du mois d'août, après quelques succès très limités localement, les offensives françaises en Alsace et en Lorraine échouent, tandis que sur la frontière belge, les armées franco-britanniques plient devant les Allemands. Cette première bataille, dite des frontières, oblige l'armée française à reculer dans des conditions extrêmement coûteuses en hommes et en matériel. Fin août, elle a réussi à se replier en bon ordre, mais c'est une incontestable victoire pour le Reich, dont l'infanterie franchit la Marne le 3 septembre et menace directement Paris. La bataille des frontières, côté français, c'est une série d'échecs extrêmement sanglants. On imagine mal, le 24 août, il doit y avoir 20 000 soldats français qui tombent, qui meurent sur ces batailles. Sur le plan militaire, c'est là où nous avons le plus grand décalage entre ce qui a été prévu, ce qui a été imaginé, c'est-à-dire une guerre à l'ancienne. On imaginait une guerre avec des belles charges de cavalerie, et puis on se retrouve dans une guerre dans la boue, où on ne meurt plus de manière noble pour un militaire. On ne meurt pas Casoar à Gort-Blanc en 1914, c'est une légende, c'est brutal, extrêmement brutal et je dirais archaïque. Sur le front russe, à la grande surprise des Allemands, le tsar a rapidement mobilisé et lancé une offensive dès le 17 août. Tandis que deux armées russes, pourtant incomplètes, pénètrent sans difficulté en Prusse orientale, 4 autres envahissent la Galicie autrichienne. Le succès inattendu des Russes contraint alors l'état-major allemand à transférer de toute urgence des renforts à l'Est, des troupes qui vont lui faire cruellement défaut pour poursuivre la percée en France. Ce que craignaient les stratèges prussiens se révèle fondé et cette bascule entre les fronts Ouest et Est va devenir un des enjeux majeurs de toute la guerre. Le problème des Allemands était très simple. Ils étaient avec un adversaire à l'ouest et un adversaire à l'est. Donc, lorsqu'on est pris en tenaille, il faut se débrouiller pour se débarrasser au moins de l'un d'entre eux et du plus dangereux de préférence. Malheureusement pour les Allemands, ce plan Schlieffen a été modifié. On a amenuisé la puissance de choc de ceux qui entraient en France pour essayer d'équilibrer avec le front russe. Si l'avancée rapide sur le front ouest n'a pas donné les résultats que l'état-major espérait, c'est aussi parce que les Russes se sont mobilisés et ont avancé plus rapidement que prévu. Dès la seconde moitié du mois d'août, ils ont envahi la Prusse orientale et ont commencé à occuper les premiers territoires. Ils menaçaient même de traverser la Vistule. Alors, il ne leur serait plus resté qu'à marcher jusqu'à Berlin. Pour éviter cela, 2 corps d'armée ennemis stationnés sur le front ouest ont été rapidement redéployés sur le front est. Du côté russe et du côté allemand, nous avons une idée claire en 1914 d'une guerre rapide, c'est-à-dire on va livrer 1-2 grandes batailles, on va gagner et après on verra. Tandis qu'on voit très bien que l'armée russe n'est pas préparée pour l'offensive, même ne serait-ce qu'avec son artillerie, qui est très bonne mais qui est légère, c'est à peu près comme sur les fronts français, les 75, qui sont parfaites mais uniquement pour une guerre rapide, pour une guerre de manœuvre. Et l'armée russe quand même doit bouger, doit manœuvrer, elle n'est pas vraiment préparée pour ça. En Prusse orientale, après plusieurs semaines de repli, les Allemands se ressaisissent et nomment le général von Hindenburg à leur tête. Dès le 23 août, s'appuyant sur le remarquable réseau ferré qui quadrille l'Allemagne, Hindenburg déplace des divisions et parvient à encercler un ennemi russe épuisé et affaibli par le manque de réserve. Ce sera d'ailleurs une des caractéristiques de ce front où les opérations se livrent sur des espaces immenses, fragilisant rapidement les lignes d'approvisionnement. Du 26 au 29 août, la victoire prussienne du Tannenberg confirme la déroute russe. Cependant,
Le sacrifice de l'armée tsariste n'est pas vain, car, en immobilisant plusieurs divisions allemandes, il a permis au général Joffre, commandant en chef français, de rassembler toutes ses forces et de les jeter dans les brèches ouvertes sur les flancs des Allemands, dont les lignes sont trop étirées. La bataille décisive a lieu sur la Marne du 6 au 12 septembre 1914 et se conclut par le repli des troupes du Kaiser. Paris est sauvé. Les Français ont tenu, ce qui n'était pas prévu. Et à partir de là, la guerre s'installe dans la durée, dans la mesure où il s'agit de faire saigner l'adversaire et qu'on n'arrive pas à comprendre qu'en définitive, l'offensive ne paye pas du tout et que chacun va s'acharner en définitive à réduire au maximum les forces de l'autre. Après la bataille de la Marne, il était devenu évident que la guerre ne serait pas courte, qu'elle ne serait pas terminée à Noël, comme l'avaient pensé la plupart des belligérants. La bataille de la Marne et celles qui ont suivi ont engendré une situation de blocage sur le front ouest. L'attaque allemande ayant échoué à moins de 100 km de la capitale, les deux adversaires se lancent dans toute une série d'offensives pour tenter de percer leurs lignes respectives sur l'Aisne et sur l'Oise. Mais de part et d'autre, les armées à bout de souffle commencent à s'enterrer. Le front se stabilise. Un dernier effort est alors mené pour essayer de contourner l'ennemi. Pour les Allemands, il s'agit de déborder les Alliés par les Flandres, la Picardie et l'Artois. Pour les Français, d'atteindre les côtes de la mer du Nord pour les envelopper à leur tour. Cette course à la mer, dernière séquence dans la guerre de mouvement, se termine en octobre 1914 et fige les opérations le long d'une ligne qui s'étend de la mer du Nord à la Suisse. La grande bataille décisive clausewitzienne, à l'image de Sedan en 1870, n'a pas lieu. Ça, c'est aussi une surprise, et donc il va falloir continuer à se battre. Et là apparaissent, très rapidement après la bataille de la Marne, apparaissent les premières tranchées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, les soldats qui sont sous le feu s'aperçoivent très vite que, malgré leur répugnance à creuser, c'est quand même la meilleure façon d'échapper au feu, quoi. La surprise générale, là où les forteresses tombent, ces trous dans la terre forment des lignes de défense qui résistent. Et là, on entre dans une autre guerre. En cette fin d'année, le bilan des pertes est effrayant. Plus de 500 000 tués, blessés, disparus et prisonniers du seul côté français. Ce seront les pertes les plus lourdes de toute la Grande Guerre pour la France. Quant aux Allemands, si leurs pertes sont plus faibles, leur difficulté à maîtriser plusieurs fronts va en revanche consommer de plus en plus d'hommes et remettre en cause toute leur stratégie. Umgekehrt hatte man im Herbst 1914 gesehen, à l'automne 1914, on avait vu qu'à l'Est, la guerre ressemblait par moments encore à la guerre classique de mouvement. Et c'est pourquoi le commandement, sous Hindenburg et Ludendorff, plaidait pour un déplacement de la guerre vers l'Est. Selon eux, une victoire sur ce front pouvait débloquer la situation à l'Ouest. Gagner la guerre à l'Est constitue un lourd défi pour les Allemands, car leurs alliés austro-hongrois, pour lesquels ils sont entrés en guerre, se révèlent chaque jour plus faibles. Eux aussi sont contraints de mener la guerre sur plusieurs fronts. En octobre, ils reculent devant les attaques russes, tandis que les Serbes reprennent leur capitale, Belgrade. Pour les Allemands appelés à l'aide, c'est la perspective d'un troisième front qu'ils devront couvrir. Sur le front Ouest, l'armée russe est largement supérieure sur le plan militaire comme numérique. L'armée austro-hongroise accuse des pertes d'1 100 000 hommes, et cela d'août à décembre, c'est-à-dire en à peine quelques mois. À l'hiver 1914, elle est au bord de l'abîme. Elle s'appuie sur une doctrine complètement dépassée. Elle se bat contre deux armées, à savoir l'armée russe et l'armée serbe, qui n'en sont pas à leur premier combat depuis le début du siècle. Ces deux armées utilisent un armement moderne, tandis que l'armée austro-hongroise dispose d'équipements obsolètes, parfois même moyenâgeux. Le succès dans le sud est dû surtout à la faiblesse du commandant autrichien,
La situation pour l'Autriche est vraiment dramatique. L'Autriche qui voulait attaquer et qui voulait être la première est dévancée. Et les Russes, au mois de décembre, il y a une bataille des Cracovie. Si on regarde la carte, on voit très bien que Cracovie, c'est quand même le cœur de la Galicie. Et en janvier 15, les Russes sont dans les Carpates. C'est une tentative qui a coûté beaucoup de morts. Le problème de l'armée russe, c'est que si elle a des succès, elle le paye très chèrement. Avant les batailles décisives de 1915, la Russie perd 1 million de soldats. Et le problème de la Russie, c'est de ne pas avoir des réserves entraînées suffisamment profondes pour pouvoir continuer une guerre effective au-delà d'une année. Donc le paradoxe, c'est que la guerre 14, c'est une petite guerre entreprise pour éviter une grande guerre, et qu'elle devient la grande guerre. Comment ? Parce que l'opération napoléonienne, en quelque sorte, d'enveloppement de l'armée française, de neutralisation des Anglais, de réduction des Russes rapidement, qui avait été conçue par l'état-major allemand, échoue. Elle échoue notamment à cause de la bataille de la Marne, elle échoue parce que les Russes sont entrés trop tôt en campagne, elle échoue. Et cet échec situe toutes ces grandes puissances qui sont aux prises les unes avec les autres dans une situation d'équivalence où elles s'enferment. On voit quelquefois dans les bois des cerfs qui se sont battus et qui se sont enferrés les bois dans les uns dans les autres et qui meurent parce que les bois les ont piégés. C'est la même chose. Ces grandes puissances sont face à face, sont aux prises les unes avec les autres et ne trouvent plus de solution. Avec l'enlisement des opérations, la Grande-Bretagne, qui n'a engagé sur le continent européen qu'un faible corps expéditionnaire renforcé d'éléments indiens, retrouve ses vieux réflexes insulaires. Elle a pour elle le plus grand empire colonial du monde et dispose de la première marine. Autant d'atouts qui la conduisent à porter la guerre outre-mer, aux colonies, là où résident ses intérêts les plus vitaux. En 1914, la Grande-Bretagne poursuit sa politique du business as usual, ou ce que l'on appelle souvent la stratégie de la responsabilité limitée. Elle aide les membres de l'entente, c'est-à-dire la France et la Russie. Elle leur donne de l'argent, des munitions et des armes pour leur permettre d'affronter les Allemands et les Autrichiens sur le continent. Parallèlement, la Royal Navy instaure un blocus qui réduit progressivement l'accès des Allemands aux ressources. Les Britanniques prennent aussi le contrôle des échanges dans le monde. Ils décident par exemple de saisir les colonies allemandes en Afrique. Celles-ci constitueront une monnaie d'échange à la fin de la guerre, comme cela a déjà été le cas par le passé. L'Allemagne, en vertu de la conférence de Berlin, espérait que l'Afrique serait épargnée par cette guerre qui sévissait en Europe. Mais cela n'a pas été le cas, car les Alliés ont assez vite attaqué les colonies allemandes. Cela a commencé par le Togo, qui a été perdu dès les premières semaines de la guerre. Dans les autres colonies, la guerre a duré plus longtemps. On oublie trop souvent d'ailleurs que c'est une des premières victoires des Alliés, pendant que Français et Britanniques retraitent globalement de Mons et des Ardennes jusqu'à la Marne. La première grande victoire, c'est la conquête du Togo. Ce qu'il se passait à l'extérieur de l'Europe était très important pour l'Empire britannique. Mais cela n'a eu aucun impact sur les résultats de la guerre contre l'Allemagne. La Grande-Bretagne n'a mené que quelques campagnes mineures contre l'Allemagne en Afrique. Ces campagnes ont été difficiles parce que l'armée britannique n'était pas habituée à se battre dans cet environnement tropical et certaines se sont prolongées. L'une d'entre elles a même duré jusqu'à la fin de la guerre. Mais dans la pratique, cela a eu peu d'impact sur les événements en Europe. Un autre pays s'engage dans la guerre avec pour objectif de s'emparer des colonies allemandes, le Japon.
Ouvrant les hostilités contre l'Allemagne dès la fin août 1914, la marine impériale débarque sur les îles allemandes du Pacifique. Puis, les soldats nippons font le siège de la concession de Tsingtao en Chine, qui tombe en novembre. Le Japon est entré en guerre en 1914 du côté donc, de la Triple Entente, ce qui n'était pas joué d'avance, puisque le Japon et la Russie, depuis la guerre de 1905, étaient ennemis. Mais le Japon est entré en guerre pour ses propres objectifs. Il est évident que le Japon n'est pas entré en guerre pour l'Alsace-Lorraine ou pour régler les grands problèmes du continent européen. Pour le Japon, cette brèche ouverte par la Première Guerre mondiale en Asie de l'Est était une occasion rêvée de s'étendre. Et cela pas seulement en Chine continentale, mais aussi en direction du Sud, dans le Pacifique. Dès le début, les Japonais ont considéré la Grande Guerre comme une guerre essentiellement européenne. La seule chose qui les intéressait et qu'ils convoitaient, c'était les possessions allemandes en Asie. En Chine du Nord, comme à peu près toutes les puissances européennes, les Allemands ont obtenu un territoire à concession à la fin du XIXe siècle, qui est le territoire de Kiaocheu, de Tsingtao, sur lequel ils ont créé une ville bismarckienne, une ville à l'européenne. La Chine, d'ailleurs, en conserve quelque part la tradition aujourd'hui avec la bière de Tsingtao. Cette place de Tsingtao est appelée à être le futur Hong Kong, tellement elle se développe vite. Par ailleurs, depuis la guerre russo-japonaise de 1905, le Japon impérial est allié au Royaume-Uni. Et le Japon impérial, vainqueur de la Russie, qui commence à s'installer solidement en Corée, a des ambitions en Chine du Nord. La stratégie des Japonais en Asie consiste essentiellement à défendre un périmètre. Et cela principalement parce que l'élite Meiji, qui gouvernait le pays depuis 1868, était issue de l'ancienne classe des samouraïs. Alors, pour des raisons militaires, pour des raisons de sécurité, ils voulaient toujours élargir le périmètre de défense du Japon. C'est la raison pour laquelle ils se sont tout de suite intéressés à la Corée. Puis, une fois la Corée sous contrôle, ils se sont intéressés à la Mandchourie pour sécuriser la Corée. Chez les Japonais, il y a toujours cette idée de défense du périmètre. Il faut d'abord défendre les frontières. Puis, il faut une zone tampon, puis une zone de défense extérieure. Et sous cet angle, on comprend assez aisément comment les visées japonaises sur l'Asie se sont peu à peu étendues. Parce que plus vous avez de territoire, plus votre périmètre s'étend. Si, au début de 1915, aucun des adversaires n'a réellement réussi à prendre le dessus, l'entrée en guerre des Ottomans aux côtés des Allemands et des Austro-Hongrois redistribue les cartes. Soudainement prise à revers par les Turcs dans le Caucase, l'armée russe est gravement menacée et pour soulager la pression qu'elle subit, elle obtient que les Franco-Britanniques relancent de nouvelles offensives. L'Artois et la Champagne deviennent le théâtre d'assauts sanglants, tous voués à l'échec. Le prix payé pour quelques kilomètres de tranchées gagnées est énorme. L'artillerie lourde allemande, qui surpasse celle des Alliés, cause des pertes d'un niveau jamais atteint. Un constat s'impose, la défense se révèle supérieure à l'attaque. Mais les Français n'ont pas le choix, car ils sont contraints à l'offensive pour libérer les vastes portions de leur territoire national occupées par l'Allemagne. Depuis l'été 1914, 1 million d'hommes du côté allié et 700 000 du côté allemand sont tombés. Une nouvelle invention vient ajouter à l'horreur avec l'emploi, en avril 1915, des premiers gaz asphyxiants par les troupes du Kaiser Guillaume II.
La puissance de feu est devenue absolument extraordinaire et les états-majors ne vont pas pouvoir s'adapter à cela. On va s'imaginer en définitive que quand on a du courage, on va de l'avant, donc c'est l'offensive qui compte, alors qu'en réalité, c'est la défensive qui permet de tuer le maximum d'adversaires. Enfin, on va faire 10 millions de victimes pendant la guerre de 14 sur un prémisse de ce type. On est persuadé que le soldat, si on le laisse dans les tranchées, il va perdre son agressivité, donc il faut le maintenir à l'attaque. Et donc les Français multiplient des attaques le long du front, là où les Allemands s'installent rapidement en défensive pour se concentrer sur le front de l'Est. Ces attaques sont toutes extrêmement meurtrières et stériles. À la fin de l'année 1914, il devient évident que sur le front ouest, le front principal sur lequel se battent les Britanniques, c'est l'impasse, au moins temporairement. Les hommes politiques considèrent qu'en attendant, on pourrait progresser sur d'autres fronts, d'autant plus que la Turquie est entrée en guerre en novembre. Une guerre pour l'Empire, liée à la guerre européenne mais distincte, doit être livrée. Les Anglais vont donc développer cette idée d'ouverture de front secondaire, mais front secondaire au pluriel. Et à partir du début de l'année 1915, il y aura en fait 6 fronts actifs autour de l'Empire turc, celui de Gallipoli-Dardanelles, celui du Caucase entretenu par l'armée russe, ceux du canal de Suez et du Sinaï, celui du Hedjaz mené par les Français et les Britanniques, celui de Mésopotamie à partir de Bassora, mené également par les Britanniques. Et puis un front de petite guerre, de guérilla, qui est totalement oublié aujourd'hui, celui de Perse avec les Britanniques et les Russes contre les Germano-Turcs. C'était un effort de guerre vraiment très difficile et très inattendu. L'Empire ottoman a immobilisé un grand nombre de divisions des puissances de l'Entente pendant 4 longues années. Alors c'était exactement ça que les Allemands, en fait, le haut commandement allemand attendait de la Sublime Porte au cours de la Grande Guerre. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman en novembre 1914 change la donne pour les Britanniques. Elle représente une menace directe pour l'Empire, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette entrée en guerre s'accompagne d'un appel au djihad contre les Britanniques, les Français et les Russes. À 2 reprises, le sultan va déclarer la guerre sainte contre les infidèles, virgule, mais, c'est restrictif, contre les infidèles français et britanniques, pas contre les infidèles allemands. Certes, depuis le déclenchement des hostilités, Dieu a été convoqué dans tous les camps. Mais l'appel au djihad que lance le sultan ottoman apporte une dimension nouvelle car il implique une véritable guerre des religions, une extension du conflit, auquel répondent les Britanniques en mobilisant les populations arabes au nom d'un nationalisme arabe anti-turc. Les Allemands avaient très clairement vu le potentiel d'un appel au djihad, comme il existait à peu près des dizaines de millions de musulmans dans les colonies des membres de la Triple Entente. C'était potentiellement dangereux pour la France qui avait des colonies dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord, pour la Grande-Bretagne qui avait des peuples musulmans dans l'Inde et aussi dans ses colonies africaines, et aussi pour l'Empire russe qui avait des territoires, des provinces peuplées par des peuples musulmans et aussi par des peuples turcophones comme le Caucase et comme l'Asie centrale. Les Français et les Anglais vont parler d'une vaste conspiration turco-allemande cherchant à provoquer des soulèvements
dans l'ensemble des empires coloniaux français et britanniques. Et inversement, les Français et les Anglais vont essayer de soulever les populations soumises à l'autorité ottomane. Et donc, du coup, pour les Ottomans, c'est une conspiration franco-britannique. Alors, au-delà de l'anecdote, c'est important dans l'histoire, puisque, en fait, les premiers mouvements anticoloniaux du XXe siècle vont se situer dans le cadre de cette double conspiration. Français et Anglais se disent qu'il faut répondre à la propagande musulmane du sultan ottoman, activée par les Allemands, et ils vont répondre eux-mêmes par une contre-propagande. Et cette contre-propagande, c'est clairement de réouvrir le chemin de la Mecque et de permettre à des pèlerins algériens de se rendre au pèlerinage de la Mecque. Évidemment, la France profite de tout ça pour valoriser son rôle de puissance musulmane et pour rappeler qu'en tant qu'organisatrice du pèlerinage, elle est aussi, comme d'autres puissances, une puissance proche des musulmans. Alors, c'était potentiellement dangereux pour l'entente, mais les Allemands et les dirigeants unionistes, les dirigeants jeunes turcs de l'Empire ottoman étaient en général déçus par ce projet pan-islamiste au cours de la Grande Guerre. Mais certainement, plusieurs divisions des puissances de l'entente étaient immobilisées en raison du danger potentiel de cet appel au djihad. L'Empire ottoman menace aussi directement les axes de communication et d'approvisionnement de l'Empire britannique. L'Égypte et le canal de Suez constituent pour ce dernier des points stratégiques. L'approvisionnement passe en grande partie par le canal de Suez. Alors si l'Empire ottoman prend le contrôle de ce canal, l'entente risque d'avoir du mal à continuer la guerre. L'Empire britannique est implanté à la périphérie de la Turquie. Ses alliés, la France et la Russie, ont eux aussi des intérêts dans la région. Et d'une certaine façon, ils ne se battent pas seulement contre la Turquie, mais aussi entre eux, pour avoir leur part du gâteau lorsque la Turquie sera vaincue. Décidément, les vestiges de l'Empire ottoman aiguisent toujours autant les appétits, car, avec l'extension des opérations, les Balkans et les détroits des Dardanelles occupent une place stratégique grandissante. Pour les Russes, dont les ports du Grand Nord sont bloqués par la glace 6 mois de l'année, c'est le rétablissement d'une liaison avec les Alliés. Et pour les Turcs, c'est aussi la seule ouverture vers les empires centraux amis. Poussé par Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, l'état-major britannique imagine alors une puissante attaque navale sur les Dardanelles, la péninsule de Gallipoli. La Grande-Bretagne se dit que ce théâtre des opérations va d'une part lui permettre de faire la preuve de sa puissance navale, et d'autre part, parce qu'elle ne dispose que de ressources militaires très limitées au début de l'année 1915, rapporter gros pour un effort militaire modeste et permettre de renforcer l'effort de guerre sur le front ouest, où l'on est dans une situation de blocage. Lancée le 18 février 1915, l'opération navale s'engage mal après que les canons des navires, essentiellement britanniques, échouent à détruire les batteries turques. Le corps expéditionnaire allié, débarqué au pied des falaises de la péninsule, se trouve directement pris sous le feu des unités ottomanes, encadrées par des conseillers allemands. En large partie composée de jeunes troupes australiennes et néo-zélandaises, baptisées Anzac, les forces britanniques subissent des pertes effroyables. Après des mois d'assauts infructueux, la position est évacuée et lorsqu'en janvier 1916, les derniers hommes rembarquent pour Salonique, les Britanniques et l'Anzac ont laissé 200 000 tués, blessés et disparus derrière eux, les Français près de 40 000, dont de nombreux tirailleurs africains, et les Turcs, malgré 200 000 pertes,
ont tenu et fait preuve d'un courage peu commun. Gallipoli, c'est une idée brillante, mal exécutée. Et ce, principalement parce que les hommes qui y ont participé n'ont jamais eu à conduire ce genre d'opération militaire. C'est sans doute l'opération militaire de la Première Guerre mondiale la plus mal préparée, la plus mal planifiée et la plus mal conduite. Et on peut dire qu'à certains égards, c'est le cimetière des Néo-Zélandais, des Australiens, le 25 avril et le 14 juillet des Français pour les Australiens. 3 sur 4 des Néo-Zélandais qui sont débarqués sur l'île ont souffert, sont morts ou sont blessés. Enfin, les Néo-Zélandais avaient pris tellement de pertes qu'on a dû les retirer tout à fait de l'île. En 1914, on se sentait britannique plutôt qu'australien ou néo-zélandais. Il faut se souvenir que la plupart de la population avait émigré à la fin du 19e siècle, n'est-ce pas? Il y avait énormément d'émigration à cause des situations économiques en Europe et ils voulaient venir à l'aide de la mère patrie. Et quand les nouvelles des pertes subies à Gallipoli sont arrivées en Australie, cela a soulevé un vrai tollé, n'est-ce pas? Ce qui est certain, c'est que les troupes turques ont impressionné les Australiens. Ils ont compris qu'il ne s'agit pas d'un peuple décadent, de soldats qui ne savaient pas se battre. Les Turcs avaient défendu leur patrie avec honneur, avec rage et avec succès. Donc, ils ont commencé à avoir du respect pour l'ennemi turc, ce qui a peut-être fondu un tout petit peu dans une idée que peut-être l'Empire britannique n'était pas si grand que ça. Et surtout, les critiques contre le haut commandement ont surgi à ce moment-là. Et on a commencé à penser que peut-être les buts de guerre australiens et néo-zélandais n'étaient pas tout à fait exactement les mêmes que les buts de guerre à Londres. Si vous mobilisez une armée nationale, comme l'ont fait le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande pour cette guerre, et que vous l'envoyez sur le front, cela vous donne un statut de nation indépendante. Vous devenez un belligérant à part entière. Les guerres, qui aujourd'hui sont perçues comme quelque chose d'entièrement négatif, il faut aussi voir que les guerres sont aussi un moment où, dans le chaos, le statu quo est remis en cause et où ceux qui sont mécontents peuvent enfin, peut-être, faire triompher leurs aspirations. C'est par exemple le cas de l'Italie, qui avait prudemment déclaré sa neutralité en 1914, mais qui maintenant espère bien obtenir des alliés, des garanties de gains territoriaux pris sur l'Autriche, les Balkans ou l'Afrique. Le 23 mai 1915, les Italiens entrent en guerre. Préparés par une intense propagande belliciste, mais mal commandée, les armées du roi Victor Emmanuel lancent des offensives répétées sur l'Isonzo, sur le Trentin, dont aucune ne parvient à déboucher. Ceux qui souhaitent voir l'Italie entrer en guerre sont très divisés. D'un côté, il y a les interventionnistes démocratiques qui veulent libérer leurs frères italiens pris sous le joug austro-hongrois, et de l'autre, les interventionnistes révolutionnaires, comme Mussolini, pour ne citer que lui, qui au cours de l'été 1914 change radicalement de position et de neutraliste devient interventionniste. Ces derniers imaginent un conflit qui soit capable d'abattre le capitalisme. À la fin de 1915, après des semaines d'attaques à l'assaut des sommets alpins, le secteur italien s'est figé, comme les autres fronts. Devant des troupes autrichiennes qui bénéficient de l'avantage du relief et se sont aguerries, l'état-major italien doit reconnaître son échec. Un commandement défaillant et borné, des équipements inadaptés, un mauvais ravitaillement, des opérations mal conduites ont décimé les divisions italiennes
qui déplore 60 000 tués et 150 000 blessés. Sur le front italien oriental, la guerre revêt également les caractéristiques d'une guerre de tranchées, à l'image de celle qui sévit sur le front franco-allemand. Une guerre d'enlisement rendue difficile à cause des combats dans la boue et où les soldats infestés de poux survivent dans une épouvantable absence d'hygiène. Tous les anciens combattants se souviennent avec horreur de la puanteur des cadavres en décomposition, ou de la lune irradiant une lumière crue sur les os des compagnons et des soldats ennemis tombés au front. La présence de ces corps en putréfaction reste une question angoissante pour les soldats qui ne pouvaient pas éviter de les voir, à moins de jeter dessus de la chaux vive ou de les asperger d'essence pour les brûler. Des soldats qui ont été obligés de faire avec, c'est-à-dire de côtoyer en permanence la mort. L'artillerie avait longtemps servi aux campagnes, à agir, à percer, à forcer la décision. Là, ça devient un instrument pour écraser des gens qui sont figés dans une position dont ils ne peuvent pas sortir et que l'on tue systématiquement. Les mines, les gaz aggravant encore ce phénomène. C'est un peu la position du marteau-pilon industriel qui écrase une pièce immobilisée. L'année 1915 a été désastreuse pour les Alliés, en France ou aux Dardanelles. Dans le Caucase, prenant pour prétexte les offensives russes, les troupes ottomanes entreprennent d'éliminer la population arménienne. Presque toutes les communautés arméniennes de l'Anatolie étaient déportées dans un programme qui a créé depuis ce jour-là beaucoup de controverses. Et c'était une déportation très radicale qui visait en fait d'éliminer une alliance et une coopération, une collaboration entre les Arméniens de l'Anatolie orientale et les armées russes. Ces exécutions de masse s'étendent rapidement à tout le reste de l'Empire et coûtent la vie à près d'1 million d'Arméniens. Dans les Balkans, l'entrée en guerre des Bulgares aux côtés des Allemands et des Austro-Hongrois leur permet de mettre en déroute les Serbes qui subiront les plus fortes pertes de tous les pays belligérants, tandis que les Italiens sont acculés sur leur ligne de défense. Avec les rescapés de l'armée serbe et les troupes repliées des Dardanelles, les Alliés ouvrent alors un nouveau front en Macédoine. Sur le territoire de l'actuelle Pologne, l'armée allemande a balayé les Russes, leur causant plus de 2 millions de tués, blessés, disparus et prisonniers. Le commandement supérieur de l'armée allemande va systématiquement jouer des bascules de grandes unités d'un front à l'autre en fonction de la prochaine opération à venir ou du secteur le plus menacé sur l'un ou l'autre de ces fronts. Il y a des bascules complètes de corps d'armée. On considère globalement que pour relever un corps d'armée et le transférer du front ouest au front est, il faut une quinzaine de jours pour qu'il soit à pied d'œuvre de l'autre côté. Mais il y a un certain nombre d'unités qui vont faire le tour de tous les fronts pour être systématiquement engagées dans les endroits les plus actifs ou les plus dangereux où leur renfort est le plus important. Après ces victoires de l'été 1915 sur le front russe, c'est à Verdun, un des pivots de la défense française, que le commandement allemand décide, en février 1916, de porter tous ses efforts. 3 corps d'armée, 60 000 fantassins, après une préparation d'artillerie très intense,
se jettent sur les forts et les tranchées de la position. Malgré l'orage d'acier, les poilus français tiennent bon. Le général Pétain, nommé à leur tête, parvient à leur acheminer des renforts en hommes et en munitions. Dès lors, jusqu'en décembre 1916, offensive et contre-offensive, toujours plus meurtrières, ne cessent. Verdun devient le symbole de la guerre d'usure, des sacrifices que chacun entend imposer à l'adversaire. Falkenhayn, le commandant en chef prussien, proclame même qu'il veut saigner à blanc l'armée française. Après 10 mois de combats d'apocalypse et plusieurs millions de tonnes d'obus, la bataille a coûté près de 380 000 tués, blessés et disparus aux Français et 337 000 aux Allemands. Les noms de Douaumont, de Vaux, de Fleury, de la côte 304, du Mort-Homme vont hanter des générations d'anciens combattants et leurs familles. 1916 est une année catastrophique pour l'armée allemande. D'abord, au début de l'année, elle essaie de saigner les troupes françaises à Verdun, et elle échoue, avec un bilan très lourd. Et puis il y a l'offensive des Anglais dans la Somme, où elle essuie aussi d'énormes pertes. Et enfin, sur le front Est, pratiquement au même moment que la bataille de la Somme, les Russes essaient de percer les lignes autrichiennes et de prendre l'Empire en tenaille. Le va-et-vient entre les divers fronts, qui jusque-là avaient été favorables aux Allemands, va s'avérer beaucoup plus funeste pour eux en 1916, malgré leur premier succès devant Verdun. En effet, en décembre 1915, les Alliés se sont enfin décidés à confier la coordination de leur plan de bataille au général Joffre, ce qui permet à ce dernier de planifier sur une grande échelle les opérations pour l'année à venir. De la sorte, les offensives menées par les Britanniques en France, celles des Russes sur le front oriental, ou encore l'entrée en guerre de la Roumanie aux côtés des puissances alliées, obligent l'état-major allemand à démultiplier ses forces et à ralentir ses efforts sur Verdun. Par ailleurs, l'engagement du Portugal en faveur des Alliés, plus tard celui du Siam, de la Chine, du Brésil ou de Cuba, confirmeront l'élargissement du conflit. Guerre de mouvement, guerre d'usure, guerre des bombes, des gaz, des lance-flammes, des mines, guerre aérienne, guerre sous-marine, multiplication des fronts, blocus, n'ont conduit qu'à l'englument total, au charnier, à la folie, à la paralysie des états-majors et des armées. Si on avait pu imaginer en 1914 ce que serait la guerre qui va se mettre en place à partir de 1915, personne ne l'aurait engagé. C'est des horreurs que la civilisation occidentale de l'époque n'aurait pas pu envisager. Les tranchées n'étaient même pas pensables, si j'ose dire. L'attrition de masse humaine entière par une artillerie alimentée en permanence pour une sorte de lapidation d'acier, écrasant ces hommes dans des tranchées qui sont des tombes, c'était un projet que personne n'aurait pu formuler. En 3 ans, il y a eu un basculement radical d'une guerre de mouvement rapide à la Napoléon pour régler un problème politique, pour servir des finalités, vers une guerre qui s'installe comme un facteur de totalité, prenant en main le destin des nations et s'imposant à elles d'une manière dont nous mettrons près d'un siècle à sortir.